Cette quatrième vidéo du chapitre Comment se construisent et évoluent les liens sociaux est consacrée à l'impact des nouvelles sociabilités numériques sur le lien social. Alors d'abord, que sont ces nouvelles sociabilités numériques? Cette expression, elle est employée pour contourner celle piégeuse de réseaux sociaux. Pour vous, un réseau social, c'est Instagram, Snapchat ou Facebook. Eh bien, en sociologie, on distingue ces réseaux sociaux dits numériques des réseaux sociaux tout court, lesquels sont des ensembles cohérents et distincts les uns des autres de relations sociales. Que ces relations sociales d'ailleurs prennent place en ligne ou hors ligne. Voilà pourquoi est-ce qu'en sociologie, il est piégeux d'utiliser le terme de réseau social. Usuellement, la notion de sociabilité désigne, elle, une capacité. C'est la capacité des individus à nouer des relations sociales, c'est-à-dire des liens plus ou moins durables avec d'autres individus. Malheureusement, un emploi relâché du terme de sociabilité s'est répandu, et une sociabilité désigne désormais une activité de création de relations sociales. L'expression nouvelle sociabilité numérique renvoie donc à l'ensemble des opportunités et des activités effectives de création de relations sociales par le biais d'outils numériques que vous connaissez, comme des forums, des réseaux sociaux numériques, comme Snapchat ou autres, des blogs, des messageries, etc. La question que nous allons nous poser à propos de ces nouvelles sociabilités numériques est très simple. Les nouvelles sociabilités numériques contribuent-elles à la création de liens sociaux particuliers constitutifs du lien social en général? Et si oui, de quelle manière? Le sujet est vaste et surtout, il ne fait pas l'objet encore de beaucoup de travaux de recherche scientifique aboutissant à des conclusions exploitables pour nous au lycée. Aussi, en lien avec cette question générale, je vous propose de déconstruire sociologiquement, à notre niveau toujours, 3 représentations de sens commun qui sont associées aux nouvelles sociabilités numériques. Déconstruire veut dire analyser de façon à relativiser, à nuancer ou à complexifier un constat brut, parfois erroné. La première représentation de sens commun que nous allons examiner, c'est celle qui postule que les sociabilités en ligne priveraient les individus de sociabilité hors ligne. Dans le langage de Tonton Jackie, traduit, ça donne de toute façon ces jeunes, ils passent leur temps sur leurs écrans, ils ne se voient plus, ils ne se parlent plus en vrai. On va voir si Tonton Jackie a raison. La deuxième représentation, elle postule que les sociabilités numériques permettraient d'élargir les réseaux sociaux des individus. Dans la bouche du cousin Léo, cela donnerait quelque chose comme Wesh ma gueule, Snap c'est GG, je suis en relation avec des meufs et des cums que j'aurais jamais pu rencontrer avant, wesh gros. Vous remarquerez que je n'ai pas fait de progrès dans la maîtrise des tics langagiers de ces êtres étranges qu'on appelle les jeunes. Troisième représentation, les rencontres amoureuses par mise en relation numérique sont rares et peu durables quand elles existent. C'est un propos qu'on entend dans les mots de Tata Jacqueline, cela donnerait oulala, Tinder, mythique et tout ça, c'est pas très sérieux, et puis de toute façon, c'est pas comme ça qu'on peut rencontrer l'amour, hein mon petit? Vous constaterez avec moi que ces 3 représentations véhiculent des appréciations contraires des effets des sociabilités numériques sur les liens sociaux particuliers, sur le lien social en général. Tantôt ces sociabilités sont vues comme créatrices de liens, tantôt comme destructrices de liens. Eh bien nous allons voir maintenant que des travaux scientifiques peuvent nous permettre de complexifier ces 3 représentations de sens commun que nous venons de lister. La première représentation, elle porte, je le rappelle, sur les sociabilités en ligne qui priveraient ces individus que nous sommes de sociabilité hors ligne. C'est la plus facile à déconstruire des 3 représentations car nous disposons d'ores et déjà de nombreuses enquêtes à ce propos. Pour déconstruire cette première représentation, nous allons nous appuyer sur un article de Godefroy d'Angen-Guyenne et Virginie Letier, publié dans la revue Réseau. Leur article est en accès libre, en ligne, et il est tout à fait lisible par un élève de première. Je vous engage donc, si vous en avez le temps et l'envie, à aller y jeter un œil. Ces 2 chercheurs ont travaillé uniquement sur l'utilisation de Facebook, je sais, c'est daté. Et ils se sont posé une question proche de notre problématique de cours. Quel est l'impact de l'utilisation de Facebook
sur la sociabilité des individus. Autrement dit, parce qu'ils sont actifs sur Facebook, les individus ont-ils plus d'amis? Ont-ils davantage de relations sociales? Rencontrent-ils plus ou moins de personnes dans la vraie vie? Voilà le type de questions qu'ils ont pu poser à leurs enquêtés. Et les résultats, ils sont bien résumés par ce tableau qui présente donc des résultats à propos d'une enquête menée auprès de 2000 utilisateurs de Facebook en France. Pour être bien sûr que vous compreniez le tableau, on peut lire ensemble les données de la colonne grisée correspondant à la ligne « Vous avez plus d'amis ». Le 12% est à lire de la façon suivante. 12% des enquêtés ont déclaré avoir plus d'amis depuis qu'ils utilisent Facebook, soit un effectif de 200 enquêtés sur un total de 2000. Et vous pouvez retrouver ce pourcentage en comparant le nombre de personnes qui déclarent avoir plus d'amis et le total des enquêtés qui sont au nombre de 2000, je le rappelle. Analysons maintenant et en accéléré ce tableau en répondant à une série de questions. Depuis qu'ils utilisent Facebook, ces enquêtés ont-ils l'impression d'avoir plus ou moins d'amis? 12%, on l'a vu, répondent plus, 4% répondent moins, donc l'avantage est au plus. Mais la donnée la plus importante, c'est évidemment le 78%. 78% des enquêtés pensent que Facebook n'y change rien. Passons à la ligne suivante. Ces enquêtés voient-ils plus ou moins leurs amis depuis qu'ils sont sur Facebook? Dans la vraie vie, les voient-ils? Notons qu'il s'agit d'une déclaration. Les sociologues ont enregistré ce que les enquêtés ont déclaré. Ils n'ont pas vérifié si les enquêtés voyaient effectivement plus ou moins leurs amis. Mais que déclarent-ils ces enquêtés? Eh bien, ils déclarent à 81% que Facebook n'a rien changé. Ils ne voient pas plus, pas moins leurs amis depuis qu'ils sont sur ce réseau social numérique. Nous prenons bien sûr une enquête sur un seul réseau social numérique, mais nous pouvons extrapoler car ce résultat est plutôt sûr en sociologie des réseaux sociaux numériques. Les sociabilités en ligne ne brident pas ou peu les sociabilités hors ligne. Autrement dit, tonton Jackie a tort. Celles et ceux qui utilisent des réseaux sociaux numériques rencontrent, sortent et vivent dans la vie réelle. J'ajoute un aspect qui relève à la fois du résultat sociologique et de l'hypothèse sociologique. Il existerait une continuité entre les sociabilités hors ligne et les sociabilités en ligne. Le sociologue Dominique Cardon, C-A-R-D-O-N, Dominique c'est un homme, Cardon C-A-R-D-O-N, ce sociologue met en avant ce qu'il appelle une hypothèse continuiste. Une hypothèse continuiste qui se formule de la façon suivante: les sociabilités hors ligne et les sociabilités en ligne constitueraient des continuités mutuelles. On poursuit dans la vie réelle ce qu'on a commencé sur un réseau social numérique et inversement. Et l'un des résultats scientifiques associés à cette hypothèse est qu'en moyenne, il y a très souvent symétrie entre la sociabilité dans la vie réelle et la sociabilité numérique. Pour le formuler de façon un peu grossière, plus on a d'amis dans la vraie vie, plus en moyenne on est susceptible d'avoir des amis en ligne et réciproquement. Notre première représentation de sens commun était les sociabilités en ligne privent les individus de sociabilité hors ligne. Eh bien, nous constatons que les travaux sociologiques disponibles sur la question nous invitent à constater plutôt l'inverse. Il y a continuité entre les sociabilités en ligne et les sociabilités hors ligne, je le redis, et en cela, les nouvelles sociabilités numériques créent des liens sociaux, et elles ont un impact qui serait au pire neutre sur le lien social. C'est bien ce résultat final qui nous intéresse. Revenons au tableau. Il nous renseigne non pas seulement sur l'impact de l'usage de Facebook sur les rencontres dans la vraie vie, mais également sur l'élargissement des réseaux sociaux, en l'occurrence des réseaux de connaissances des enquêtés. La question est simple. Facebook vous a-t-il permis d'entrer en contact avec davantage de personnes? Pour les reprises de contact, l'impact de Facebook, vous voyez à l'avant-dernière ligne du tableau, l'impact de Facebook semble très positif.
Ces reprises de contact sont ces copines de collège perdues de vue, ces amis d'enfance un peu oubliés qu'on peut retrouver grâce à ce réseau social numérique. Et pour le coup, les enquêtés déclarent majoritairement à 61%, vous le voyez, à 63%, pardon, que Facebook les a aidés à reprendre contact avec ces personnes. Pour autant, la dernière ligne du tableau nous invite à modérer notre enthousiasme à ce propos. À la question « Avez-vous élargi votre cercle de connaissances grâce à Facebook ?» Les enquêtés répondent positivement à seulement 38%. Élargir son cercle de connaissances signifie tisser des liens avec davantage d'individus. Et nous constatons qu'environ 4 utilisateurs de Facebook sur 10 déclarent que c'est l'effet produit par Facebook, la majorité constatant que Facebook n'élargit en rien leurs réseaux sociaux. Cela nous conduit à déconstruire notre deuxième représentation de sens commun. Notre deuxième représentation de sens commun, je la répète, c'est les sociabilités numériques permettraient d'élargir les réseaux sociaux des individus. Toujours sur la base de l'enquête de Godefroy d'Angen-Guyenne et de Virginie Lethier, nous en concluons que cette représentation doit être nuancée. Cet élargissement peut être valable pour certains individus, mais pas pour tous. Dans les faits, la littérature sociologique sur ce point avance 2 autres résultats importants. Les sociabilités numériques ont créé des relations nouvelles, des réseaux sociaux nouveaux, voire des groupes sociaux nouveaux. D'ores et déjà, de nombreux travaux sociologiques portent sur les communautés créées en ligne, parmi lesquelles nous trouvons celles des cosplayers, dont nous avons déjà parlé, mais également les communautés de gamers. Dans les prochaines années, des sociologues pourront, par exemple, s'intéresser à ce qui se passe sur Twitch, une plateforme de vidéo qui semble dotée d'un très fort potentiel communautaire. Le premier résultat à retenir, c'est donc que ces nouvelles sociabilités numériques, elles ont créé, il faut l'affirmer, de nouveaux liens, des liens qui n'existeraient pas sans elles. Mais l'autre résultat important va déconstruire, tiré de cette littérature en sociologie, va déconstruire cette deuxième représentation. Elle va déconstruire plus précisément, c'est cet autre résultat, il va déconstruire, je reprends le fil, excusez-moi, il va déconstruire une vision mythifiée des sociabilités en ligne. Elle serait plus ouverte, pense-t-on souvent, elle permettrait de dépasser les frontières de genre, de classe sociale et d'âge. Eh bien, la littérature en sociologie montre exactement l'inverse. Et là encore, nous nous inscrivons dans la vision continuiste de Dominique Cardon. Les sociabilités en ligne, elles attestent la même homophilie des individus. L'homophilie, c'est, souvenez-vous, notre passion pour la similitude. Nous entrons en contact et entretenons des relations avec des gens qui, disons-le simplement, nous ressemblent. C'est-à-dire des gens dont les caractéristiques des individus, pour être plus précis dans le vocabulaire, des individus dont les caractéristiques sociales sont proches des nôtres. Par exemple, les études sur la question montrent bien que la présence sur les réseaux sociaux numériques ne porte pas plus un non-diplômé à entretenir des relations avec des très diplômés et inversement. La séparation observée hors ligne se déploie largement en ligne. Notre deuxième représentation de sens commun était les sociabilités numériques permettent d'élargir les réseaux sociaux des individus. Eh bien, nous constatons, là encore, que les travaux sociologiques sur la question nous invitent non pas à remettre en cause, mais à nuancer cette affirmation. Les sociabilités numériques élargissent bien les réseaux sociaux de certains individus, elles contribuent à créer de nouveaux liens, de nouveaux réseaux sociaux, voire de nouveaux groupes sociaux, mais elles ne vont pas jusqu'à créer un espace de rencontre pleinement ouvert, où toutes les frontières d'âge, de classe ou de genre auraient disparu. Nous venons d'évoquer notre homophilie, notre valorisation du semblable, notre tendance, consciente ou inconsciente d'ailleurs, à tisser des liens avec des gens qui nous ressemblent. Nous pouvons à ce propos nous poser une question. Les réseaux sociaux de rencontres amoureuses contribuent-ils à nous faire rencontrer et à nous mettre en couple avec
des personnes qui ne présenteraient pas les mêmes caractéristiques sociales que nous. Autrement dit, Tinder et compagnie remettent-ils en cause la tendance lourde à l'homogamie dans la société française? L'homogamie, c'est pour le dire très rapidement, le fait de choisir un conjoint dans le même milieu social que soi. C'est le fait de se marier, se paxer, se mettre en couple avec une personne qui présente les mêmes caractéristiques sociales que soi. Alors Tinder, Mythique, etc. affaiblissent-ils l'homogamie? Nous permettent-ils de rencontrer d'autres personnes? La réponse de Marie Bergström à cette question est clairement non. Les applications de rencontres créent de l'homogamie en sélectionnant et en nous soumettant des profils d'individus dont les caractéristiques sociales sont très proches des nôtres. Et c'est grâce à un article de Marie Bergström que nous allons enrichir notre troisième et dernière représentation de sens commun. Cette représentation, la voici. C'était Tata Jacqueline, souvenez-vous, qui estimait que les rencontres amoureuses par mise en relation numérique sont rares et peu durables quand elles existent. Les données qui vont être présentées, je préviens tout de suite, datent de 2013. Et nous allons évoquer alors les choses telles qu'elles étaient à cette époque, si je puis parler de 2013, quel coup de vieux, avec l'expression « à cette époque ». 2013, c'est recoup de vieux, un passé très révolu déjà sur toutes ces questions, et j'admets que les constats que nous allons dresser sont peut-être un peu obsolètes, mais que voulez-vous, les données, elles existent pour ces années-là, et pour l'instant, pour les années actuelles, on n'a pas de travaux. Je m'appuie ici sur une des études les plus récentes sur la question. En l'occurrence, on se fonde dans cette partie du cours sur un article de Marie Bergström, donc, intitulé « Sites de rencontres, qui les utilise en France, qui y trouve son conjoint », publié dans Population et Société, la revue de l'Institut national des études démographiques en 2016. Tata Jacqueline, souvenez-vous, était sceptique à propos des rencontres de Tinder et compagnie. Qu'en dit Marie Bergström sur la base d'une enquête très solide? Bien, voici un extrait de son article de 2016. Lisons-le. Si les sites de rencontres attirent un public nombreux, écrit-elle, ils participent encore peu à la formation des couples. Parmi les personnes ayant rencontré leur partenaire actuel entre 2005 et 2013, moins de 9% l'ont connu via ce type de service. Ça place les sites en 5e position dans le palmarès des contextes de rencontres, derrière le lieu de travail, les soirées entre amis, les lieux publics et l'espace domestique chez soi ou chez d'autres. Contrairement à une idée reçue, les sites de rencontres ne sont pas devenus un mode de rencontre dominant en France, à l'exception des couples de même sexe, écrit Marie Bergström, et nous y reviendrons. Les sites donnent plus souvent lieu à des relations éphémères qu'à des couples stables. Sur l'ensemble de la population, seuls 2% déclarent avoir rencontré leur conjoint via ces sites, mais 7% disent avoir connu des relations moins importantes par ce biais de nature amoureuse et ou sexuelle. Les sites sont à l'origine de nombreuses rencontres, dont certaines deviennent sexuelles, mais seule une partie de relations s'inscrivent dans la durée. C'est d'ailleurs l'image retenue de ces services en France. Une majorité de répondants à l'enquête EPIC, 57%, sont d'accord pour dire que les sites de rencontres mènent surtout à des rencontres occasionnelles, et c'est a fortiori l'avis des personnes ayant fréquenté ces services qui répondent qu'ils sont d'accord pour dire que les sites de rencontres mènent surtout à des rencontres occasionnelles à 70%. À la lecture de ce texte, la conclusion est simple. Tata Jacqueline a plutôt raison. Les applis et les sites de rencontres, qui sont de ces nouvelles sociabilités numériques, je le rappelle, ces applis et ces sites de rencontres ne sont pas devenus l'alpha et l'oméga de la rencontre amoureuse. Ces applis créent des liens nouveaux, certes. Elles créent des couples même, ne le nions pas. Elles contribuent donc à créer des liens sociaux, des liens de participation élective, comme dirait Serge Pogam, mais elles ne sont pas la source principale de création, de formation des couples. Je reviens sur
la phrase soulignée, à l'exception des couples de même sexe, les sites et les applis étaient dès 2013 une modalité de rencontre centrale pour les personnes homosexuelles et Marie Bergström livre une donnée saillante à ce propos. Alors que seulement 9% des hétérosexuels ayant rencontré leur partenaire de couple entre 2005 et 2013 déclaraient l'avoir fait en ligne, c'était le cas d'un tiers des enquêtés homosexuels qui sont en couple qui se sont mis en couple entre 2005 et 2013 l'ont fait par le biais d'une application ou d'un site. Dressons un bilan de notre analyse et revenons d'abord sur cette première représentation. Nous soutenions, le sens commun soutient que les sociabilités en ligne privent les individus de sociabilité hors ligne. Cette représentation, eh bien, nous l'avons franchement contredite sur la base des données scientifiques. La deuxième représentation que nous examinions était la suivante. Les sociabilités numériques permettraient d'élargir les réseaux sociaux des individus. Cette représentation, sur la base des données scientifiques toujours, nous devons non pas la contredire, mais la nuancer. La troisième représentation, les rencontres amoureuses par mise en relation numérique sont rares et peu durables quand elles existent. Cette représentation, globalement, nous la validons. Notre problématique initiale était la suivante. Les nouvelles sociabilités numériques contribuent-elles à la création de liens sociaux particuliers qui sont eux-mêmes constitutifs du lien social en général? Et si oui, de quelle manière? Eh bien, à cette problématique, nous répondons simplement que les nouvelles sociabilités numériques créent de nouveaux liens en ligne sans vraiment supprimer de liens hors ligne. Nous notons que cette création n'est cependant pas massive et en cela, les nouvelles sociabilités numériques ne constituent pas la matrice, c'est-à-dire le principe générateur, la matrice principale du lien social contemporain. Et enfin, nous disons que les liens créés en ligne ne sont pas très différents des liens créés hors ligne, car ils se tissent prioritairement entre des individus présentant des caractéristiques sociales proches.